Eh bien, bienvenue sur ce tout premier podcast de Second Run qui sera dédié à l'actualité de la pop culture et une autre partie qui sera dédiée à des courtes impressions qu'on a eues sur des films, sur des séries, sur des mangas, des comics et voilà, tout ce qui concerne la pop culture en général. Et c'est notre tout premier podcast à Rémi et moi-même, Damien. Et d'ailleurs, Rémi est là, on peut lui dire bonjour. On peut l'applaudir s'il vous plaît, merci. Merci, voilà. c'est très gentil. Alors c'est un podcast qui se fera à deux, donc avec Rémi et voilà, donc peut-être qu'il y aura une troisième personne de temps en temps et on entendra x2. Voilà. Donc tout simplement, donc c'est un podcast voilà qu'on va parler de la pop culture avec des articles qu'on a vus, qu'on a choisis. Voilà, principalement. T'es d'accord, Rémi? Oui, je te suis. Voilà, donc on a choisi des articles. Bon, c'est pas très représentatif sur ce premier podcast parce qu'on va avoir beaucoup d'articles qui vont parler de From Software avec l'arrivée de Sekiro en mars et on aura d'autres petites news de From Software et on vous réserve quelques autres petites news mais vraiment toutes petites pour la fin du podcast, pour le milieu du podcast parce qu'après on va parler de Glass, le dernier film sorti de Monsieur, je te laisse la parole Rémi pour le nom. Monsieur Shyamalan. Voilà, on va dire que c'est parfait. Et on va parler de Deadly Class, donc la nouvelle série de sci-fi qui est fait par je sais pas qui est réalisateur d'ailleurs, j'ai oublié. Par contre, je sais qu'il y a le créateur de la série, donc Remender, qui est derrière. Il y a même Wes Craig aussi qui est derrière. Oui, ils sont tous les deux. Ouais, ils sont tous les deux derrière, donc voilà, on va en parler aussi. Et on terminera par Gun Last Order, donc la suite de Gun, l'original en manga, qui est sorti aux éditions Glénat Manga. Et si on parle de ça, c'est aussi que bientôt, il y a le film Alita, qui aurait pu s'appeler Gun, mais non, on va l'appeler Alita parce que aux États-Unis, ça s'appelle Alita. Et puis c'est Alita Battle Angel. Et voilà. Donc voilà. Tout simplement, on va parler, on va commencer par ce qui nous intéresse le plus, c'est Sekiro. Et je te laisse l'honneur, Rémi, de commencer. C'est ça. Tu disais au début que ce serait pas trop représentatif, mais en fait, vu que c'est FromSoft, 80% du temps, c'est très représentatif pour ma part, quoi. Parce que 80% de ma vie est consacrée à FromSoft en général. Et moi aussi maintenant, à cause de toi. C'est ça. On contamine tout le monde tout doucement. Du coup, Sekiro, on va être honnête, on s'est très inspiré du dossier sorti par Game Informer tout le long du mois. Et voilà, donc Sekiro, ça va être très bien. C'est fini. Ouais, c'est. En fait, on a suivi de loin. On suit vraiment l'actualité de From Software parce que on s'est replongé dernièrement. Pour moi, en tout cas pour ma part, j'avais commencé avec les Bloodborne là dernièrement, quoi. Avec les Bloodborne, on aimerait bien qu'il y en ait un deuxième. C'est pas le cas. C'est démenti en tout cas. Et en fait, ouais, les Dark Souls, et puis finalement un jeu qui reprend un peu les codes un peu du samouraï, etc., est fait par From Software. Là, oui, on dit oui, carrément, vu le passif du studio, on ne peut que aimer, quoi. Et voilà, donc en fait, il y a Game Informer qui sort donc plusieurs articles. Qui nous en présente plus. C'est bien d'un côté de sortir plusieurs articles à 2 mois, même pas moins de 2 mois maintenant de la sortie du jeu. En tout cas, je vois qu'il n'y a pas d'autres news. Enfin, je veux dire, il n'y a pas forcément de publicité autour du jeu. Je pense que la communication se fera d'elle-même, quoi. Mais quand on voit les grosses sorties, de plein d'autres jeux, de jeux AAA et tout ça qui ont énormément de publicité, tu te dis Sekiro sort quand même en moins de 2 mois, quoi. Il y a rien, quoi. Enfin, en tout cas, en France, on n'a pratiquement pas de news, quoi. Par contre, Game Informer, eux, ils font un pavé, quoi. Ils font plein de news. Ils ont fait tout janvier news Sekiro. Et t'as plein de trucs, t'as plein d'actualités. Et c'est vite fait repris en France, quoi. Donc, je trouve que c'est important qu'on en parle, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout, je pense que quand même la communication autour du jeu accélérer un peu le mois prochain, parce que avec Activision sur le coup, on peut reprocher plein de choses à Activision, mais on va dire qu'en termes de distribution et tout ça, ils savent, ils ont plus d'armes que FromSoft seul, quoi. Ouais, ils s'y connaissent, quoi. Ils s'y connaissent pour distribuer, ouais. Sekiro, donc je sais pas, est-ce qu'il faut revenir mais on peut parler un peu de qu'est-ce que c'est. Enfin, déjà, même peut-être reparler pour ceux qui ne connaissent peut-être pas From Software, à la limite. Enfin, des jeux un peu
depuis Demon's Souls, on va dire, qui se veut très exigeant, en tout cas pour le joueur, quoi. C'est-à-dire, on fait payer très cher au joueur s'il se foire. Hein, je sais pas si je résume bien, mais voilà, en tout cas, c'est un peu compliqué, ouais. C'est-à-dire que, en fait, vous pouvez vous balader, voilà, vous avez votre personnage, vous créez votre personnage. En tout cas, dans les Demon's Souls, Dark Souls et Bloodborne, vous créez votre personnage de A à Z. Vous n'avez pas vraiment d'indication. Vous savez que vous allez devoir aller d'un point A à un point B, on va dire, et encore, ça dépend. Ouais, non, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, voilà, vous avancez, vous allez avoir des monstres et vous allez avoir un petit didacticiel qui va vous dire, voilà, faut vous taper, machin, tout ça, sauf qu'en fait, le jeu vous punit. Il vous punit simplement que va vous inciter à recommencer jusqu'à ce que vous y arrivez. Vous mourrez. Enfin, il faut d'ailleurs dire que le didacticiel, déjà, sur Demon's Souls, Dark Souls, à l'origine, c'était quasiment un combat de boss, hein, donc. C'est un combat de boss, et tout à fait. Et en fait, From Software, c'est légèrement transformé, on va dire, il y a maintenant 10 ans avec l'arrivée de Miyazaki, donc c'est lui qui a apporté cette patte sur des jeux très exigeants dans le gameplay et un peu cryptiques, on va dire, en termes de scénario, de storyline, de lore. Lui, son truc, c'est vraiment de tout faire passer par l'action et par le gameplay plutôt que de balancer des cinématiques toutes les 5 minutes pour nous dire oui, tel personnage fait ça et voilà. Alors je trouve que justement, pour parler de Sekiro, ce qui est intéressant, c'est finalement tout ce qui va différencier Sekiro des Souls. Parce que donc Sekiro, on incarnera un personnage unique qui sera le même pour tous les joueurs. Ça sera plus exactement un RPG, c'est-à-dire que tout le monde aura les mêmes armes, tout le monde aura le même arbre de progression pour améliorer son personnage. Et enfin, il y aura plus non plus de multi, du coup, ça sera vraiment une expérience solo très centrée sur l'évolution du personnage. Par exemple, donc dans ces News Game Informer, si on s'attarde un petit peu sur l'histoire, on se rend compte que ce qu'ils disent finalement, c'est contrairement à Dark Souls où finalement on était balancé dans un monde où on avait l'impression d'être en permanence la victime sans savoir pourquoi ces monstres géants s'en prenaient à nous. Ouais. Ici, par exemple, la plupart des boss, d'après Miyazaki, seront liés au passif de notre personnage, donc ils se connaîtront. C'est le cas par exemple de la démo qui était jouable récemment, je ne sais plus à quel event, où il y avait un boss présenté qui s'appelait Lady Butterfly, qui était finalement... C'était la Gamescom, non ? C'est possible, ouais. C'était elle faisait partie de la vie du personnage principal avant le début du jeu. Donc je trouve que c'est assez intéressant cette évolution dans la façon aussi de raconter une histoire, parce que il nous rassure en nous disant que ça sera toujours très orienté sur le gameplay. Hein. Il ne faut pas non plus s'attendre à une expérience ultra linéaire, dirigiste avec des gameplays. Ce sera vraiment, on va être lâché quand même finalement sur une map et il faudra s'en sortir avec ce qu'on a sous la main. Mais il y a une petite différence quand même dans l'évolution du personnage. Je pense qu'en fait, Sekiro, en fait, on peut-être pas comparer à un Dark Souls, parce qu'à mon avis, il en récupérera peut-être certaines mécaniques, on va dire. Voilà, des trucs qu'on revoit depuis au moins, comme tu disais, 10 ans, quoi. Par contre, il se rapprochera peut-être plus d'un Bloodborne, où on va dire, Bloodborne, on pourrait dire que c'est un peu une expérience solo, quoi. On va dire ton chasseur, peu importe, tu peux lui changer c'est-à-dire son visage, voilà, machin, tout ça, mais on va dire que c'est très orienté, quoi. Vous êtes je sais même plus comment on l'appelle, Bloodborne, quoi, le personnage. Il avait un nom bien précis. Le chasseur, quoi, le chasseur, ouais, il y avait même un autre nom, mais je sais plus. En tout cas, ouais, Sekiro, en tout cas, de ce qu'on voit, ouais, ça va faire un jeu solo. Bon, tu dis qu'il y a pas de RPG, si, il y a quand même du RPG, puisque dans certaines mécaniques, je pense que oui. Alors, on est moins du type action, on va dire, on n'est pas sur un Metal Gear Rising, là, disons que à découper des pastèques. La différence, c'est qu'il faut pas s'attendre à des stats, force, dex, machin. Ouais. Et que, le petit aspect RPG, ça sera amélioré, son bras, là. C'est son bras, sa prothèse, ou son combat au katana. Apparemment, on pourra même créer en améliorant ces arbres d'évolution d'armes, on pourra apparemment même créer certains combos uniques. Ouais. Et donc ça sera plus ce genre de choses où en gros ça sera moins faire évoluer un personnage vers un de précis et plus faire évoluer finalement la puissance globale de ce qu'on est capable de faire. Ouais. Après de ce que j'ai vu de Sekiro, en tout cas,
Enfin, bon, déjà, on reprend un peu Sekiro, mais en fait, on ne sait pas énormément de choses de l'histoire pour l'instant. On suppose que c'est le nom du personnage Sekiro. Tu me confirmes, Rémi? Oui, apparemment, ça signifie le loup à un bras. Quelque chose Puisqu'il comme a ça. une prothèse. C'est ça. Après, on sait, pour les armes, je crois qu'en fait, il n'y aura pas de drop d'armes. Non, non, en fait, l'arme principale, ça sera un katana, donc pour tout le monde. Ouais. Et ensuite, les seules armes supplémentaires, ce sera les choses qui seront liées à la prothèse. Donc, on peut voir, par exemple, dans le trailer du jeu, qu'il y a un moment on pourra débloquer une sorte de hache qui est connectée à la prothèse pour faire un gros coup, un brise-garde, quoi. Donc, apparemment, ce sera ça la différence. C'est que, par exemple, dans les Souls, par exemple, quand on tuait un boss, dans Dark Souls 3, par exemple, on récupérait son âme et on pouvait utiliser son âme pour créer une arme de boss. Là, apparemment, après un combat de boss, on va débloquer des items qui seront faits pour améliorer ou débloquer certains éléments de sa prothèse. Donc, parce que avec la prothèse, on pourra aussi, par exemple, balancer des shurikens ou ce genre de choses. Mais vraiment, enfin, tout le combat a été pensé pour être fait au katana, et c'est pour ça que c'est intéressant. En fait, je trouve que Sekiro, c'est un jeu qui m'intéresse pour ses différences avec les Souls, finalement, parce que les Souls, c'était très intéressant parce qu'on pouvait donc, en fait, si on jouait on va dire un guerrier avec une hache à deux mains ou un magicien, enfin, le jeu, c'était deux expériences quasiment totalement différentes. Mais ce que disait Miyazaki donc dans son interview à Game Informer, c'est que le problème qu'il rencontrait avec ça, tout comme pour les combats de boss, c'était qu'il fallait à chaque fois penser à tous les types de builds pour créer un boss. C'est-à-dire qu'il fallait que le boss qu'il soit possible de vaincre un boss en tant que guerrier ou en tant que magicien, et donc il fallait adapter ce que le boss était capable de faire en fonction. Là, vu que tous les joueurs, disons, sont sur la même ligne de départ, ils ont pu se lâcher et vraiment proposer une expérience qui soit totalement centrée sur le combat, avec des boss qui n'ont plus de limitations de ce côté-là. Ouais, et puis même, de toute façon, je pense qu'ils sont un peu plus aussi lâchés sur d'autres choses, quoi. Quand on voit un peu dans les vidéos, la verticalité des maps, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait pas du tout ça dans un Dark Souls, quoi. C'est, même dans un Bloodborne, on n'avait pas, si, dans Dark Souls, si, peut-être le Dark Souls 3 avec l'extension. Je crois qu'il y avait un peu ce truc-là, mais même pareil, là, puisque la prothèse, on va pouvoir utiliser un grappin. Donc, monter sur les toits et tout ça, faire des combos avec ça. Il y a de l'innovation, on va dire. En fait, on n'est pas sur juste, on reprend les mêmes mécaniques, on reprend le même gameplay, et puis bon, voilà, quoi, on change juste le thème, et voilà, et allez-y, quoi, allez jouer. Non, c'est vraiment, on redéfinit un peu le genre, quoi, on fait des choses un peu différentes, quoi. Et puis voilà, quoi, puis on apporte un peu ce qui a fait le succès, je pense, des opus précédents, quoi. Ouais, puis, enfin, tu l'as dit, donc c'est vrai que ça a l'air centré sur la multiplicité des approches possibles, quoi, parce que aussi une petite révolution chez FromSoft, on va pouvoir nager, par exemple. Ouais. Et par exemple aussi, vu qu'il y a un grappin maintenant qu'on pourra se balancer dans les airs, avant, dans un Dark Souls, si on tombait dans le vide, c'était game over et on réapparaissait au feu de camp. Là, si on tombe dans le vide, en fait, notre personnage respawn tout simplement à l'endroit où on est tombé, sans que ça compte pour une mort. Parce que je pense qu'ils se sont rendus compte que si on utilisait le grappin et qu'on se foirait, qu'on tombait toutes les 5 minutes, ça serait un peu gâcher le gameplay et les possibilités de ce côté-là. Ouais. Donc je pense qu'ils ont vraiment centré ça. C'est même pas rendre le jeu plus casual, parce que quand on regarde les combats, par contre, ça a l'air ultra technique et ultra exigeant, peut-être même plus qu'avant. Et ça a l'air plus long. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi j'ai vu c'est la vidéo qui revient le plus souvent. C'est celle où on voit notre personnage, on va dire, affronter je crois que c'est un samouraï, en fait, et en fait il y a tout un truc de garde. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi j'ai trouvé ça. Alors je sais pas si c'est les gens qui jouent et qui en fait veulent faire durer le spectacle pour les démos, mais en fait moi je me dis, mais d'habitude en 2-3 coups d'épée on peut passer un personnage. Là il a l'air beaucoup plus long. Il y a l'air d'y avoir beaucoup plus de. Il va falloir être un peu plus patient, baisser sa garde et tout. En plus, par rapport aux autres jeux, avant dans les Dark Souls on avait le bouclier, dans le Bloodborne on avait le pistolet qui permettait de faire des parades et tout ça. Là j'ai remarqué, en fait, la seule parade que tu peux faire, c'est frapper au bon moment avec ton épée. C'est un peu comme quand on utilise un build de Dex sur Dark Souls, et que en fait vous mettez votre épée, votre katana
en double gauche, quoi. Ouais. Et vous appuyez sur L2 pour parer au bon moment, quoi. Là, ça va être vraiment que ça, quoi. Donc, si vous voulez faire des stunts ou des trucs comme ça sur l'ennemi, quoi, en fait, vous allez, va falloir toujours le bon timing et tout ça, et puis esquiver, quoi. De ce côté-là, je me demande aussi si c'est pas parce que tout le monde joue encore avec les réflexes de Dark Souls finalement dans les démos. Et que. Ouais, peut-être aussi. Parce qu'après, on pourra faire des attaques critiques si on arrive à surprendre un ennemi, par exemple. En infiltration, on peut faire un critique et un kill en one shot, quoi. Je pense qu'on pourra aussi faire des attaques, vu qu'il y a un grappin, des attaques qui viennent des hauteurs, on va dire. Ouais. Donc je pense juste qu'en fait, c'est un jeu où il faudra peut-être plus se préparer dans l'approche finalement, observer encore plus aux alentours pour finalement que chacun des coups qu'on fasse compte. Mais après, c'est vrai que même les boss ont cette barre de posture qu'il faut entamer pour leur mettre un coup critique aussi. Ouais, c'est exactement ça en fait. Et puis, on avait vu une petite news aussi sur le monde, il sera un peu dynamique, c'est ça ? Sur un monde dynamique, je sais pas, j'avais vu ça, Non, je pense, peut-être que tu fais référence au fait, ils ont dit que c'est très ouvert dans le sens où on pourra explorer le jeu de façon non linéaire. Ouais, c'était pour ça. Miyazaki, par exemple, a dit surtout arriver à la moitié du jeu environ, il affirme que le jeu va vraiment s'ouvrir et qu'on pourrait aller. On connaissait ça aussi dans Dark Souls, le premier, il y a dès le début du jeu, on peut visiter 4 zones différentes. Alors, le problème, c'est que justement, je pense qu'en fait, aussi le fait qu'il n'y ait plus de stats, vraiment de level, ça va permettre une exploration dans ce sens-là plus facile parce que à l'époque de Dark Souls, si on allait dans les catacombes en level 1, c'était risqué. Même pas en level 1, même au bon niveau, on était ruinés, quoi. C'est ça, alors que là, vu que tout est vraiment fait sur le combat, sur la réaction que tu as face à un ennemi et tout ça, je pense qu'en fait, tu peux visiter partout et t'en sortir si t'es bon, finalement. Ouais. Mais après, mais je trouve qu'il y a toutes ces différences et il y a aussi qui reprennent des éléments, ils en ont pas dit beaucoup à ce sujet, mais ils reprennent des éléments qu'on est dans le droit d'attente d'un FromSoft, mais les font aussi évoluer. La mort, par exemple, forcément, le jeu, c'est Shadows Die Twice. Le principe, c'est qu'il y aura un item. Quand on meurt sur le champ de bataille, on peut respawn instantanément là où on vient de mourir. Et si on utilise bien cette technique, surprendre l'ennemi qui vient de nous tuer et qui pense qu'on est fini. Mais parce qu'avant, dans les Dark Souls, il faut rappeler peut-être quand on mourait, on repartait au dernier checkpoint et il fallait retourner récupérer ses âmes. Donc là, on perd plus ses âmes à la mort. Par contre, Miyazaki, de façon un peu critique, a dit qu'il ne faut pas s'attendre à ce que qu'il n'y ait pas de pénalité dans la mort et qu'il y aura donc peut-être un malus différent qui vient du fait de mourir trop souvent. Donc c'est peut-être, je sais pas, on peut peut-être penser à l'époque Demon's Souls où il y avait la tendance des mondes ou ce genre de choses. Mais je pense qu'ils vont trouver un bon moyen de punir le joueur et en connaissant, c'est sûr et certain que on risque de rager plus d'une fois. Ouais, c'est ça, je pense pas qu'il y aura... la mort ne sera pas gratuite, quoi. Après, au niveau moi, en tout cas, le gameplay, de toute façon, je leur fais confiance de ce côté-là. Je suis assez confiant en ayant joué aux autres jeux. C'est plus au niveau du lore où je suis vraiment intéressé. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer, s'ils vont nous proposer des twists de fou en milieu de jeu où tu te dis un peu comme quand tu découvres un Dark Souls, tu te dis c'est sympa, moi je sais pas trop à quoi m'attendre tout ça, puis à un moment tu fais oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, en fait c'est tout ce que tu savais du début, en fait tout est faux, machin, tout ça, un peu comme Bloodborne aussi, c'est que t'arrives à un moment tu te dis mais qu'est-ce qui se passe en fait, mais là ça part dans un délire, parce que pour l'instant on nous montre la petite partie sympathique et tout ça, et moi j'attends vraiment d'avoir ce petit je sais pas, c'est cette petite surprise, ce petit effet genre oh là là trop bien et tout, puis quand tu vois qui reprend derrière et tout, même je veux dire, on a la présence de la compositrice Yuka Kitamura là qui a fait Bloodborne, Dark Souls, Déraciné aussi, qui a fait l'OST que je trouve magnifique, et là on voit qu'elle est là, on se dit il va y avoir de l'émotion, il va y avoir tout ça, quoi. Ils vont reprendre à peu près ce qui a fait la gloire de Bloodborne et de Dark Souls, quoi. Ouais. De toute façon, je pense que dans tous les FromSoft de la période Miyazaki, au mid-game, il se passe toujours un truc. Alors, c'est pas toujours aussi radical que dans Bloodborne, hein, parce
Je sais pas si on peut, je sais pas si en 2019 on a le droit de spoiler Bloodborne, mais... Non, on évite, je pense. Mais on va dire que la moitié du jeu, on se rend compte que tout ce qu'on a fait avant, c'était pas ce qu'on pensait réellement. Et là, d'ailleurs, Miyazaki, il a dit à demi-mot dans l'interview que à la moitié du jeu, alors, parce qu'il y a plein de choses du coup à relier, parce qu'il nous dit qu'à la moitié du jeu, justement, ça sera plus ouvert qu'au début, et il nous dit aussi qu'à la moitié du jeu, il faudrait peut-être s'attendre à voir l'univers, on va dire, traditionnel japonais s'effriter un peu. Et moi, j'ai envie que ça s'effrite, quoi. Je sais pas, j'ai pas envie d'avoir le jeu vraiment linéaire, j'ai pas envie de jouer. Je sais pas si t'es d'accord, mais pas envie de tomber là-dessus, quoi. Non, je pense qu'on peut leur faire confiance, quoi. Jusqu'ici, de toute façon, jusqu'ici, Miyazaki ne s'est jamais planté. Donc, je sais pas, hein, vu les retours de Déraciné, hein, je sais pas trop. Ouais, Déraciné, c'est quand même une expérience. Ouais, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai adoré, hein, perso. Vous avez vu, vous pouvez voir la review sur le site internet, hein, et y en a qui n'ont pas aimé. Enfin, en tout cas, Outre-Atlantique, ça a super bien été accueilli, donc je sais pas. Peut-être qu'en France, on a du mal avec tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Au niveau de, après, est-ce qu'on rappelle un peu dans l'atmosphère de Sekiro que ça se passe à l'époque Sengoku, qui n'est pas un personnage de Dragon Ball, hein, je tiens à rappeler, c'est aussi une ère japonaise, hein, dans les années 1500. Il me semble celle qui est avant l'époque d'Edo. Et pour rappeler un peu un petit cours d'histoire, en fait, ils ont choisi cette ère aussi, c'est parce que c'était le moment où il n'y avait pas réellement d'unité au Japon. C'est-à-dire qu'en fait, à cette époque, il y avait plusieurs clans. En gros, le Japon était divisé complètement. C'est à l'ère d'Edo où ça a été réunifié, où il y avait un empereur, il y avait tout ça, etc. Là, c'est l'époque d'Edo, et ça correspond super bien avec, je crois, l'histoire, puisqu'on sera on n'est pas un Ronin, mais presque, c'est ça? Disons que de ce qu'on sait apparemment, donc c'est qu'on serait au tout début du jeu, notre personnage est au service d'un maître qui va être kidnappé, donc c'est au début, donc le personnage va être laissé pour mort avec un bras en moins. Donc de ce qu'on sait du jeu, quoi, c'est ça, spoiler spoiler des 2 premières lignes du wiki sur le jeu. Spoiler de la jaquette arrière du jeu. Et c'est ça. Donc apparemment le jeu, en gros, en tout cas au début, ça serait une mission de sauvetage de son maître et de le. Donc ça va bien aussi avec on va dire la mythologie ou l'histoire du Japon de l'époque. Mais, du coup, je me demande aussi si le malus lié à la mort ne serait pas lié au maître. Genre, plus on meurt, moins il sera en bon état quand on le retrouve. Lui donne pas des idées, s'il te plaît. Franchement. Ok. Et on a d'autres choses à dire sur Sekiro? Ouais, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, Sekiro, je pense que vous allez en réentendre parler. En tout cas, sur Second Run, les cris, oui. Peut-être juste dire qu'il faut pas trop s'inquiéter de la présence d'Activision qui est juste là est juste chargé de la distribution du jeu. D'après FromSoft, ils ont eu aucun mot à dire sur la confection. Il n'y a pas marqué Sekiro Battle Royale. J'ai envie de vous dire, on se calme, quoi. C'est bon, c'est Sekiro, voilà, c'est un jeu. Il s'occupe juste de la distribution. Il y aura pas de microtransactions, normalement. On va vous acheter des viseurs dans Sekiro pour 5€. Allez, c'est parti, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, juste, on en discute comme ça, mais pas de Season Pass. Pas de Season Pass annoncé, en tout cas pour Sekiro. Alors pour Dark Souls 3, il y avait directement, quand t'achètes le jeu, une édition un peu gold, comme ils font pour Assassin's Creed, etc., où ils te proposent le Season Pass. Et là, pas de Season Pass, du coup, est-ce qu'on aura 2 extensions, ou est-ce que l'histoire se suffira à elle-même? On verra. Peut-être que ça fera comme un Bloodborne, il n'y a pas de Season Pass, mais il y aura un contenu à 20 balles qui sortira un an après, quoi. De toute façon, après, il faut savoir que même quand il y a des DLC chez FromSoft, le jeu en lui-même se suffit à lui-même. Mais le DLC rajoute du bon contenu. Ouais. Généralement, c'est très bien, mais même sans le DLC, c'est toujours une bonne expérience, quoi. Ouais, c'est pas vraiment, vous achetez pas un jeu en kit, quoi. C'est pas. Ouais, c'est vous avez pas la fin dans le DLC, quoi. Généralement, il y a du pas plus. de skin supplémentaire à acheter. Dommage. Et donc, je pense que Sekiro, on en reparlera. De toute façon, on va faire des articles, on va peut-être faire des vidéos, peut-être faire d'autres podcasts. On va faire un podcast, je sais, hors série dessus, parce que on parlera plus en détail quand le jeu sera sorti, même avant, on verra comment on s'organise. Mais voilà. Je pense que
on arrête de parler de From Software? Eh ben non, on vous en remet une petite couche. Jamais. Et voilà. Et puis bah, comme un fait exprès, juste avant Sekiro, ils nous sortent la Dark Souls trilogie. Donc ils ressortent les 3 opus de Dark Souls, version remaster, mais de toute façon ils sont déjà en remaster tous pratiquement, sauf le 2, mais bon, enfin voilà, généralement on fait le 1, on fait le 3, le 2, c'est si on a du temps. Je rigole. Il reste, bah je l'ai pas fait. Voilà, moi j'ai fait le 1, le 3 je l'ai pas encore terminé, mais le 2, on m'a dit attends, ok, bon je le tente. Donc Dark Souls trilogie, ça sort début mars. Et puis bah il y a la trilogie. Puis ils ont fait un petit bonus genre on va faire un collector à 2000 exemplaires avec une super statuette, un beau bouquin. Franchement, l'édition, elle envoie du lourd. J'ai fait mais je les ai déjà. Mais ouais, mais il y a la statuette. Ouais, mais il y a un livre. Il y a l'OST. Allez, vas-y, c'est bon, j'achète. J'ai pas 500€ sur moi. Merde, 500€. Bah non. Ah ouais, mais c'est 2000 exemplaires, c'est hyper collector. Ouais, mais 2000€. 500€. Wow, putain, ouais, 500€. Et ils vont vendre le bouquin qui moi m'intéressait énormément. Ils le vendent à part à 40 balles, je crois, non 50 balles. Je me dis c'est abusé quand même. C'est bon. Ok, un collector. Bon, maintenant les collectors, enfin tous les collectors sont abusés. À part celui de Sekiro, hein. Il est raisonnable, je trouve, par rapport à ça, quoi. Ouais. Mais clairement, un collector à 500 balles. Je pense que c'est pour ceux qui ont aimé le jeu, qui veulent la statuette, parce que la statuette a l'air magnifique, quoi. C'est un peu ça aussi le problème, c'est-à-dire que les seules personnes qui pourraient être potentiellement intéressées pour acheter un collector à 500€ sont ceux qui connaissent déjà les jeux, qui les ont probablement déjà, et qui les ont même probablement déjà rachetés en remaster, pour le 1 en tout cas. Et donc c'est un peu la trappe pigeon quand même. Mais bon. Ouais, et alors? Bon, enfin voilà, c'était la petite news qui nous a retenu et puis on s'est dit quand même quoi, ils sont culottés, mais ouais, ça va se vendre, je suis sûr que ça va se vendre. Et puis à mon avis, il y en a qui vont acheter pour revendre après quand ça sera épuisé. Et puis voilà, là, si vraiment, je pense, si vous voulez le collector, achetez-le direct. Enfin, si vous êtes prêt à mettre 500€ dedans, faites-le. N'attendez pas que ce soit en réduction. Je pense que ça ne sera pas en réduction. Je pense que ça sera vite écoulé quand on voit que le collector de Sekiro commence à être épuisé d'ailleurs. Enfin, c'est un peu bizarre. D'un coup, c'est épuisé, d'un coup, c'est plus épuisé. C'est pas le même prix, mais bon, enfin, c'est un peu variable, quoi. Là, on sait qu'il y a 2000 exemplaires. Après, il faut savoir que si vous voulez pas mettre 1€, vous pouvez trouver les 3 jeux à des prix raisonnables. Et si vous voulez faire que les jeux, c'est des très bons jeux. J'attendais un troll, en fait, de ta part. Si vous voulez pas mettre 500€, à la limite, vous pouvez le voler. J'ai l'air de dire, non, mais dis pas ça, Rémi, quoi. Pas devant tout le monde. Là, okay. En l'occurrence, c'est celui qui nous vole, donc. Ouais, bon, voilà. Non, plus sérieusement, voilà, si vous le voulez, vous le prenez, mais bon, on vous conseille, si vraiment ça vous tient à cœur, prenez-le, mais voilà, sachez qu'il sera, je pense pas en réduction, vous le trouverez pas après, et voilà, c'est terminé, quoi. Après, faut savoir que généralement, leur édition collector, ce qu'on reçoit, c'est vraiment ce qui est présenté dans la publicité, pas comme un certain Bethesda et son collector Fallout. T'es méchant. Faut pas dire ça. Ouais, non, c'est vrai. Et apparemment, c'est de très bonne facture, les collecteurs de From Software. Enfin, 500€. 500€. Ça peut être que bon. Bon, allez, assez parlé d'argent et du fric and geeks. Ne prenez pas le nom. Du fric and geeks. Voilà, on enchaîne encore sur une dernière news de From Software parce que ça nous fait plaisir. Et c'est à prendre avec des pincettes. Oui, c'est même pas exactement une news, on va dire. Mais... Ouais, c'est vraiment un ragot, on va dire. On l'a pris, on veut vous l'expliquer. Il y aurait peut-être un potentiel remaster de Demon's Souls. Donc en fait, c'est le tout premier Souls de la série, quoi, et qui avait tranché un peu parce que ça ne plaisait pas à grand monde. Puis en fait, c'est un peu comme un Blade Runner, c'est qu'avec le temps, ça se bonifie, ou avec le temps, les gens en trouvent une hype dessus, et puis finalement, Blade Runner. Demon's Souls, c'est génial, et voilà, quoi. Puis finalement, ouais, Blade Runner, c'est génial aussi, hein, faut pas croire, hein. Mais Demon's Souls, ouais, ça, même moi, je me suis dit, oh là là, je l'ai acheté Day One quand il était sorti sur PS3, je me suis dit, ça va être trop bien, j'ai joué, j'ai fait, qu'est-ce que c'est que ça, en fait, c'est trop compliqué, pourquoi je meurs, j'en ai marre. Je joue à autre chose, je joue à Hello Kitty et c'est terminé, quoi. Et en fait, non, j'ai voulu rejouer la dernière fois, j'ai fait, mais en fait, ce jeu est vraiment cool. Mais ouais, il commence à dater, quoi. Et puis là, un petit remaster, moi ça me ferait plaisir, je sais pas ce que t'en penses, Rémi.
Ouais, alors attends, je vais te corriger parce que t'as dit que ce jeu est vraiment cool. Je tiens à préciser que c'est pas un jeu qui est vraiment cool, c'est que c'est un putain de chef-d'œuvre. Oh là là. Je veux dire, c'est peut-être. Il y met la forme. C'est ça, c'est peut-être mieux que Dark Souls, quoi. Oh Donc voilà. Alors après, il faut savoir que donc, quand on parle d'un potentiel remaster, ils en ont parlé parce que c'est donc le journaliste de Game Informer qui a demandé à Miyazaki et que les Japonais étant des gens très polis, ils essaient toujours d'être positifs. Donc il lui a dit c'est possible. Moi, je suis pas spécialement intéressé par le faire, mais si Sony se dit qu'il y a une possibilité, qu'il y aurait un public pour un remaster. Mais après, donc c'est Sony, si tu nous entends, vas-y. Voilà, faites pression sur Sony si vous voulez un remaster Demon's Souls, mais ça serait intéressant pour plusieurs raisons, parce que bon, déjà, peut-être que tout le monde n'a plus forcément une PS3, mais oui. en plus, l'année dernière, donc, les serveurs ont été fermés sur le jeu, sur la version PS3, donc ça pourrait redonner une seconde vie au jeu. L'année dernière, t'es gentil, je crois que c'était il y a 2-3 ans, non? C'était pas 2016? Non, je crois que c'est plus récent que ça, mais je peux me tromper. Oh, c'est parce qu'on y jouait plus, c'est pour ça. C'est ça. Et ouais, puis il y en a qui n'ont pas joué à Demon's Souls, tout simplement. Ils ont commencé avec Dark Souls parce qu'il y avait la réputation qui commençait à venir, qu'il y avait tout ça, et puis bah à mon avis les graphismes aussi. Donc maintenant il y a des gens qui ont peut-être commencé par le 3, puisqu'en fait on peut faire les épisodes un peu indépendamment. Ouais, tellement des fois, mais bon. Ouais, et puis même qui ont découvert avec Bloodborne, qui ont fait Dark Souls après, un peu comme moi, et qui en fait se disent, ouais, Demon's Souls en fait, parce qu'on l'oublie lui, hein, et il est pas dark, il est démon, quoi. Oh putain. Et pourtant, c'est peut-être le plus dark de tous, hein. C'est ça, quoi. Et ouais, bah ouais, même pour moi, j'ai envie d'utiliser sur PS3, mais qui est pas forcément envie de rebrancher la PS3, ouais, bah ouais, je l'achèterais direct le remaster, quoi. Je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? En plus, ces personnages, ils sont beaucoup plus beaux que Dark Souls. Ça, par contre, j'ai été étonné. On fait des plus jolis personnages sur Demon's Souls que sur Dark Souls. Le premier Dark Souls, la création des personnages, c'est une horreur. Et c'est ça qui fait son charme. Donc en fait, voilà, bon, c'était la petite news rago, tout ce que vous... Et on va enchaîner peut-être avec un deuxième rago, mais qui est plus un mode... petit pronostic qui n'a rien à voir, on quitte le monde de From Software pour un autre monde qui nous intéresse énormément. Et ouais, bah c'est un peu le petit pronostic qu'on s'est lancé et qui aura un petit truc en plus qu'on va vous dévoiler. Je te laisse l'honneur, Rémi. C'est ça, celle-là, alors c'est la partie du podcast avec les prochains mois peut-être, mais donc il faut dire qu'on a beau être obsédé par FromSoft, on a une nouvelle obsession en ce moment, c'est Cyberpunk 2077. Donc on ne sait toujours pas quand ça va sortir parce que donc c'est des projects, c'est leur célèbre catchphrase maintenant, hein, ça sortira quand c'est prêt. C'est ça. Ce qui n'est pas la norme dans le jeu vidéo, donc c'est déjà bon signe. Mais par contre, c'est en étudiant un peu donc tous les jeux CD Projekt qui sont sortis avant. Donc ça a commencé par The Witcher qui était sorti en octobre, je crois, 2007. Ensuite, le deuxième Witcher était sorti en mai 2011, le troisième en mai 2015, et les deux DLC qui sont quasiment des jeux complets puisqu'ils durent 20 heures chacun, étaient sortis en octobre 2015 et en mai 2016. Et donc leur dernier jeu là, c'est ça qui est sorti donc en octobre dernier. Donc on se rend compte que tous les jeux CD Projekt sortent soit en mai ou en octobre. Donc c'est le moment du pronostic. Alors est-ce que ça sera octobre 2019 ou mai 2020? Hashtag complot facile. En tout cas, ouais, on a peut-être un début de réponse. Ouais, c'est peut-être l'heure de la sortie d'argent, puis après les réunions d'investisseurs et tout ce que tu veux. Ouais, et puis après, à mon avis, il doit faire un bilan. Donc ouais, soit alors du coup mai. Pas de cette année, je pense. Non, je pense pas. Et donc octobre, grosse possibilité. Et puis mai 2020, j'ai tendance à dire non, mais pourquoi pas. Faut savoir qu'il y a aussi une rumeur qui tourne comme quoi c'est un studio polonais. Hein, ils auraient bénéficié d'une aide du gouvernement, une aide financière pour le développement du jeu du gouvernement polonais à condition de sortir le jeu en 2019. Donc, mais ça a jamais été confirmé, mais il y a
tourne. Donc, on a juste envie d'y croire. C'est ça. Ouais, bah, on a envie d'y croire, quoi. C'est vraiment ouais, on se dit. Puis bon, on le sait de plus en plus. Enfin, il y a énormément de news là-dessus. Enfin, voilà, je vous laisse regarder sur Internet, hein, comme quoi, ça y est, c'est la fin de la PS4. Elle est arrivée à maturité. Enfin, il sort sur Xbox, je crois aussi, hein. Ouais, je crois. Mais bon, il faut aussi prendre en compte que c'est la fin de ces générations de consoles. Ils vont pas ils vont pas relancer le jeu sur une. À la limite, ils vont peut-être profiter d'un soi-disant remaster pour les sorties sur les autres consoles, si on veut, hein, un peu comme à ce qu'a fait Rockstar, etc. Ou Naughty Dog avec The Last of Us. C'est voilà, moi personnellement, je pense que ouais, fin d'année, ce serait cool parce que ça a été annoncé quand même à l'E3 de l'année dernière. En plus, limite le jeu était jouable un peu. Ah bah là, c'est pareil, hein, là, parmi les news, cette fois officielles, donc ils ont confirmé que le jeu était jouable de A à Z et ils étaient juste en train de s'attarder sur la correction de bugs ou voilà, si c'est de l'optimisation, honnêtement, je pense que octobre, ça va arriver contre d'autres jeux qui sont beaucoup plus des triple A, quoi, et ouais, il a moyen de cartonner pour Noël et voilà. Non, je pense que octobre c'est une bonne date, quoi. Mais tu vois, le problème de mai 2020, il va tomber sur d'autres jeux qui sont peut-être annoncés et qui seront certainement publiés. Donc je pense à Death Stranding, on espère, et The Last of Us, c'est pareil, on sait pas. Justement, on sait toujours pas quand est-ce que ça sort. Par contre, apparemment, The Last of Us, la sortie serait plus proche que on puisse s'y attendre, hein, mais. Et bah, du coup, ce serait le jeu de printemps de Sony, mais c'est bizarre, quoi. Il faudrait qu'il nous donne une date, quoi, parce que, enfin, quoique, non, The Last of Us était pas sorti en mai, je crois qu'il était sorti en octobre aussi. Ah, c'est compliqué, hein. En tout cas, on va avoir des très bons jeux qui vont arriver cette année, je pense, et l'année prochaine, et ouais, ça va être, voilà. Mais Cyberpunk, nous, on a pris le pari que ce serait cette année et on pense fortement, quoi. Et on se fera insulter à cause de ça en octobre. Ouais, et puis c'est surtout, voilà, on va vous dévoiler une petite chose, quoi, c'est qu'on est en train de préparer sur le blog et voilà, plusieurs articles sur le Cyberpunk, donc pas le jeu, même s'il y aura des rapports, surtout par rapport à ça, par rapport à la sortie, quoi. On s'est dit, voilà, il y a pas mal de petites choses à parler sur le côté Cyberpunk. On va vous faire des petits dossiers, des petits articles, etc. qui vont être sympas. Et voilà, on va avoir un hashtag, d'ailleurs, le hashtag Cyberpunk 2017. Hein. 2019, et, 2019, ouais, 2017, 2077. Et voilà. Et ben du coup, non, ouais, voilà, on prépare quelques petites news, quoi. Quelques petits articles et tout, parce qu'il y a d'autres choses à fêter cette année, quoi. Puis on finit avec une dernière petite news on part un peu de la sphère vidéoludique, enfin de jeux vidéo en tout cas. Et puis on part sur un tournage qui a débuté. Donc oui. le tournage de Kaamelott, 10 ans après. Et voilà, le tournage du film de Kaamelott, et voilà. Moi personnellement, j'ai été largué un peu dans Kaamelott, j'ai pas tout fini, quoi. J'ai vachement été pris de court sur la fin. Je vais tout regarder, en tout cas, puisque je sais qu'il y a un film qui sort, donc ouais, c'est l'occasion de tous se remater cette série culte, on va dire, bien qu'au début je n'aimais pas, parce que ça avait remplacé Caméra Café, et oui, je suis un beauf et je l'assume. T'en veux, voilà, si quelqu'un a la référence. Donc voilà, donc ouais, on est content, ça démarre le film, on savait que ça allait démarrer un jour ou l'autre, hein, à force d'être tanné par cette question, quoi, comment refuser. Alors après, c'est surtout qu'Alexandre Astier, son but c'est de faire une trilogie, hein, quand même, et je veux dire, le fait de savoir que le tournage commence, c'est déjà très rassurant. C'est surtout, c'est cool qu'en France des projets aussi ambitieux, aussi uniques puissent voir le jour encore. Je sens le troll parce que je me dis d'un côté, je me retiens. Quand on imagine le potentiel quand même d'un film comme Kaamelott, ou comme, enfin voilà, des films comme ça en France, et que on se tape des comédies, enfin voilà, j'ai pas envie de faire du bashing, quoi, mais ouais, je me dis, ouais, Kaamelott, quoi, enfin franchement, ne pas trouver le financement de Kaamelott, c'est abusé. Moi, je pense que voilà, c'est une trilogie, mais carrément, mais je dis oui, quoi. C'est ça, plutôt Kaamelott que Nicky Larson.
Ah, j'en étais sûr, quoi. Philippe, si tu nous entends, arrête tout. On t'en voudra pas. Alors, on a terminé, je pense, les news. Hein. Bon, ça a pris peut-être un peu plus de temps que prévu, mais voilà, on a fait un bon petit tour de Sekiro, quoi, et de From Software. On a vu un peu plus d'autres news, quoi. Et on essaiera de varier dans les prochains podcasts qui seront peut-être mensuels. Hein, on se lance un défi d'être mensuel. Si on arrive à faire plus, on fera plus. Mais là, pour l'instant, c'est mensuel. En tout cas, voilà, on variera un peu plus. On parle pas forcément que du jeu vidéo, même si ça prend beaucoup de notre espace et de notre temps. Il y aura beaucoup de la vidéo, il y aura aussi du manga et du comics, tout ce qui est de la pop culture. Et maintenant, on passe à la partie critique. Et donc, on va avoir dans la partie critique Glass, qui est sorti au cinéma, la suite d'Incassable et de Split. Hein. C'était le gros twist de la fin de Split, hein, comme quoi. Spoiler, mais je sais pas du coup s'il y a encore une date limite pour le spoil, mais voilà. Le problème, c'est que maintenant, les suites spoilent les films précédents. C'est ça. Je pense qu'on peut spoiler Split. Hein. Voilà, il tord des barreaux. Voilà, on a spoilé Split. Voilà, vous pouvez nous engueuler, machin. Non, ouais, bah voilà, Glass, la suite de Split, quoi, et donc de Incassable, qui était sorti en 2000 quand même, et puis bah moi je trouve que chapeau, voilà, on pourrait clôturer ce podcast là-dessus, c'est chapeau. Qu'est-ce que t'en penses, Rémi? On clôture là-dessus en disant chapeau? Demi-chapeau, je sais pas comment. Le glace est à moitié vide ou à moitié plein. Oh là là, il voulait la faire, il l'a possible, quoi. Et ouais, bah écoute, moi je le dis, voilà, je me prononce dans un Glass, pour moi c'est un énorme coup de cœur pour ce film. Énorme coup de cœur et en même temps petit pincement. Parce que je me dis énorme coup de cœur parce que ce film, ouais, je l'attendais. Je me suis dit à la fin de Split que tu m'as encouragé à voir et que tu m'as spoilé un peu en me disant ouais mais tu connais pas Incassable. Je fais si je connais Incassable et tout. Et finalement vas-y, je me suis retapé Incassable, j'ai été me taper Split quoi. Et j'ai fait oh là là qu'est-ce que c'est trop bien, les frissons. Et le problème, c'est que je m'attendais énormément de ce film. J'ai eu ce que je voulais. On va dire que j'ai été surpris. Mais il manque un petit truc. Il manque quelques petites choses. Et voilà. Donc ça fait pas le film parfait, mais ça fait le film qui était super sympa à voir. Et on va venir en détail, d'ailleurs. Parce que je pense que ça se finit quand même en apothéose. Ça se finit. D'une certaine manière, la trilogie. ça se finit, oui. C'est déjà pas mal. Je pense, je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus. En tout cas, moi, je pense que la boucle est bouclée. J'ai pas d'autres phrases pour résumer ça. Mais voilà, ça se finit en apothéose. Mais il y a quelques petits trucs qui flanchent. Est-ce qu'on parle direct des points négatifs? On peut, ouais, je pense quand même que, en fait, le problème, c'est que c'est impossible de parler d'un film de Shyamalan sans parler de Shyamalan parce qu'il fait en fait des films qui sont tellement uniques et qui sont tellement propres à lui-même quoi. Ouais. En fait c'est impossible de ne pas avoir une connexion entre l'auteur et l'œuvre à chaque fois. Ouais, non, mais c'est sûr. Surtout quand on connaît un peu le personnage parce que il a une carrière assez particulière Shyamalan, c'est-à-dire que il a explosé après le Sixième Sens. Ouais. Suivi par donc Incassable et je trouve qu'en fait c'est presque tout le problème, c'est que ce qui dessert le plus Glass, c'est le fait que ça soit lié à Incassable parce qu'Incassable c'est un film parfait finalement. Et il y a peu de réalisateurs qui sont capables de faire plus d'un film parfait dans une carrière et Incassable c'est vraiment ça, il y a cette épure cette perfection dans la mise en scène, la façon dont chaque séquence respire, chaque personnage évolue, les thématiques un peu méta aussi, la thématique sur la foi et la foi en soi-même et sur ce que ça représente. On les retrouve dans Glass, mais c'est jamais aussi abouti et c'est jamais presque aussi pur finalement qu'à l'époque d'Incassable. Je pense que pour prendre Incassable, on va dire, c'était nouveau pour nous quoi. C'était vraiment une autre vision de ce qu'on essaie un peu de la vision super-héroïque et même du dénouement. Et puis quand on le regarde maintenant, on se dit oh là là, mais en fait il parle d'une certaine manière que maintenant, comme on parle d'un super-héros, de tout ça quoi. Ouais, on a l'image, la FX, les trucs de ouf, voilà, genre Iron Man, machin. Ouais, c'est ça. Alors que là, ça reste toujours à hauteur d'homme, quoi. Voilà. En fait, ça reste Monsieur Tout le Monde qui pourrait devenir
C'est ça. Super-héros, et puis en fait, c'est ce qu'on voit, en fait. C'est notre vision à nous, et enfin, de cette vision super-héroïque, en fait. Et puis, bah, en fait, on le voit à travers les yeux du fils de David Dunn aussi, quoi. Donc ouais. Enfin, ouais, en fait, on a l'impression d'être le fils de David Dunn, en fait, dans ce film, quoi. Enfin, pas dans Glass, mais dans Incassable, quoi. Et en fait, on a c'est des petites étoiles. Il y a aussi le fait, pour justement encore une fois revenir sur Shyamalan, le problème c'est que on peut se demander s'il est fait pour faire des suites finalement, parce que une des particularités de son cinéma, c'est que c'est un metteur en scène qui est connu pour ses twists, pour ses révélations de fin de film. Mais c'est en fait ce qui est impressionnant dans Incassable, c'est que le twist, c'est pas seulement ce qui se passe à l'intérieur de l'histoire. Le twist, c'est qu'on n'est pas dans le film qu'on pensait être. Le film commence, si on connaît rien, ça commence comme un drame familial, on va dire. Donc c'est un survivant d'un accident de train. Et on se dit, bon, ok, un petit drama familial, pourquoi pas. Puis plus le film avance, plus on se dit, mais attends, il y a un truc qui colle pas. Et d'un coup, on se rend compte que non, en fait, on est dans un film une origin story de super-héros. C'est ça. Et c'est pareil, d'un côté dans Split, et Split, c'est peut-être encore plus méta, parce que dans Split, on se dit, c'est un thriller horrifique, avec un mec avec une personnalité multiple qui enlève des jeunes filles et tout ça. Et puis, finalement, le twist, c'est même plus un twist qui fonctionne à l'intérieur de l'histoire, c'est le twist qui fonctionne dans la tête du spectateur, où d'un coup on nous révèle qu'en fait, depuis le début, on est toujours dans l'univers d'Incassable. Alors je pense que ça, c'est ce qui a fonctionné. Hein. C'est ça, alors que là, Glass, toutes les cartes sont sur la table dès le début. Et c'est le problème. Mais moi, je pense que c'est le problème. Et c'est ça. Et c'est justement pour ça que je pense que finalement, Shyamalan, c'est peut-être pas quelqu'un qui est fait à 100% pour faire des suites ou pour faire un Shyamalan-verse. Et dans ce sens-là, parce que en fait, et ce qui est brillant en fait dans Incassable et dans Incassable, même quand on connaît le film, en fait, ça fonctionne toujours. La progression, le changement du genre du film fonctionne toujours, même quand on connaît par cœur. Et ouais, c'est là que on est en terrain connu finalement. Même pour James McAvoy, par exemple, qui fait encore une prestation phénoménale, quoi, en jouant 23 rôles. Mais finalement, même là, il n'y a plus la surprise de Split, où dans Split, c'était vraiment... Enfin, on pouvait pas décoller les yeux de l'écran quand il était là. Ouais, et en plus, j'ai l'impression qu'il nous a fait une J.K. Rowling un peu en... Enfin, je sais pas pour toi, mais il a pris toutes les critiques qu'il y a eu de Split, et j'ai l'impression qu'il a voulu faire un patch correctif dans Glass, tu vois. Ouais. C'est genre, on a reproché 23 personnalités dans Split. On a dit, ouais, mais il y en a pas 23. McAvoy, il en joue que quelques-unes. Alors oui, il les joue au travers à un moment de vidéos préenregistrées, quoi. Et là, dans Glass, il s'est permis de montrer, enfin, ouais, je les ai pas calculés, mais ouais, t'as facilement le compte. Enfin, tu les calcules plus, il y en a un nombre phénoménal, quoi. De personnalité, et il montre comment le faire. Donc, ouais, ça, il décortique derrière, mais ouais, il y a pas la magie. Il y a aussi le problème où, finalement, dans Split, il changeait de personnage, comme ça, quoi, et on comprenait physiquement que c'était plus le même personnage. Et là, à chaque fois, ils se sont sentis dire, oui, je suis Kevin, je suis machin, je suis truc. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup plus. Ouais, et c'est pas très fin finalement, alors qu'on le comprend parce qu'il c'est tellement un bon acteur derrière qu'on l'aurait compris que c'était, enfin, son langage corporel change totalement à chaque fois. On comprend visuellement que là il joue un gosse de 9 ans, là il joue une femme trentenaire et tout ça. Là il joue la bête. Bon. Ça s'envoie. C'est pour ça que c'est un peu dommage de dire à chaque fois je suis machin, je suis truc. Ouais. Ça révèle finalement ce qui manque aussi dans l'écriture, c'est que c'est pas finalement. C'est moins fin. C'est moins fin, même par exemple comment les appeler, les 3 sidekicks, même si c'est pas vraiment des sidekicks. Donc, ouais, ouais, on va dire les personnages. Enfin, ouais, les personnages secondaires, mais qui finalement se révèlent être un peu principaux, quoi. C'est. Ouais, mais finalement, que chacun a sa faiblesse, quoi. Ils sont assez sous-exploités avant la fin du film, quoi. Ouais, mais après, ouais, je trouve qu'il manque quelque chose dans ce film. On va dire qu'il fallait faire une suite parce que, ouais, enfin, on peut pas laisser Split à la fin comme ça. Et ben, en fait, si. Je pense que peut-être que Glass, j'étais impatient de voir. Je me dis, oh, dans 2 ans, c'est long quand même, machin, tout ça. Et dès que je me dis, ouais, bah, en fait, Glass dans 10 ans. Mais bon, le problème que je vais soulever là, et en fait, je fais le lien avec McAvoy. McAvoy, je le trouve excellent.
est vraiment excellent dans ce film parce que voilà, je trouve que c'est un acteur qui on peut plus parler de montée parce que enfin franchement honnêtement je pense qu'il est voilà, il se suffit maintenant, il est bien. J'ai l'impression qu'il essaie quand même de se prouver à lui-même qu'il peut toujours être encore meilleur, à chercher l'Oscar limite quoi. Et par contre, à contrario, Bruce Willis, eh ben il pêche dans le rôle. Il pêche complètement. J'ai l'impression que peut-être que la magie qu'on avait dans Incassable, eh ben, elle vient aussi de là qu'on est face à Bruce Willis qui, bah, se repose sur lui-même et qui fait du Bruce Willis. Ouais. Bah, c'est ça. Bruce Willis, ça fait 10 ans quand même qu'il en a plus grand chose à foutre. Bah, je l'aime bien. Franchement, honnêtement, je l'aime bien comme acteur. J'aime bien regarder. Ouais, mais voilà, c'est juste qu'il est un peu. Ça reste Bruce Willis, quoi. C'est-à-dire que Bruce Willis, mode vénère et qui parle pas. Au final, parce que enfin dans Incassable il était pas très causant mais ça allait, il y avait quelque chose de touchant. Là tu vois Bruce Willis qui a pris de l'âge mais qui parle pas non plus, qui fait des blagues lourdes. Oh là là, le début par contre de Glass là avec Sol Bay, c'est lourd, mais c'est d'un enfin, là pour le coup là j'étais en train de me dire, je fais ouais bon c'est sympa, c'est marrant même le clin d'œil de voir toujours le réalisateur enfin venir dans les films, je trouve ça sympa, ça me fait penser à Stanley, peace à toi. Et ouais, disons allez Hitchcock pour voilà, on va dire les Hitchcock quoi. Parce que Shyamalan c'est un peu son obsession aussi, Hitchcock quoi au final. C'est ça. Mais ouais, enfin désolé, je vais comparer Bruce Willis à Will Smith. Will Smith dans un film maintenant, il est mais complètement, enfin je veux dire, c'est lui qui va dire ouais non le scénario il me plaît pas, tu me changes ça quoi. Là, je sais pas, on est dans un film fantastique, bah écoute, tu me rajoutes un fusil à pompe quoi. Je sais pas, c'est en fait ils imposent trop leur truc, ils ont plus rien à prouver quoi. Que tu vois un McAvoy qui a envie quoi, qui même si maintenant il commence à être de plus en plus réputé et qui se débrouille vraiment très bien, et on dirait qu'il veut toujours donner plus. Et quand tu vois les interviews qu'il donne, ouais, le mec il se donne complètement. T'as même du mal à croire que lui, McAvoy, c'est le mec que tu vois en interview, c'est le même mec qui joue dans le film quoi. Moi, j'arrive pas à l'imaginer, quoi. Toi, tu le vois tout gentil avec des cheveux, déjà, t'étais en mode, oh, il est mignon et tout. Et là, le mec, il peut briser quelqu'un, quoi. Et puis, bah, bon, après, Samuel Jackson, enfin, je veux dire, il garde bien son rôle. De toute façon, Jackson, il est toujours divertissant dans tout ce qu'il fait, même quand c'est un gros film de merde, c'est toujours. Oh là là là. Ouais. Après, moi, enfin, honnêtement, là où je suis quand même un peu déçu, il y a deux choses. Vraiment, on va pas s'attarder non plus sur le film parce que voilà, tout ce qu'on vous conseillera, c'est ouais, vous pouvez nous écouter, mais allez le voir pour vous faire votre propre avis. Ouais. Mais moi, enfin voilà, le truc c'est, moi je trouve qu'il y a un manque de budget, clairement, entre Split et Glass, c'est qu'il y a un manque de budget. On s'attend à quelque chose un peu de ouf dans Glass, puis finalement, en fait, tu regardes le trailer, c'est vrai que t'as l'impression d'avoir vu le film, même si t'as pas vraiment le twist ou la vérité derrière, quoi. En fait, il te manque le lore, on va dire, mais visuellement, t'as tout vu. Et c'est ça qui est dommage. Moi, j'ai pas eu l'effet de surprise de voir autre chose, quoi. Split, c'est pareil, c'est un thriller. Moi, à la base, j'allais voir Split, je me pensais pas voir, voir un autre film qu'un thriller à huis clos. Là, c'est vrai que d'un autre côté, je voulais pas un huis clos, quoi. Enfin, c'est pas forcément un huis clos, mais j'aurais voulu voir d'autres choses, quoi. Voir peut-être un Incassable. Incassable, il y a d'autres scènes, il y a d'autres trucs, il y a la scène du stade que je trouve géniale. Alors après, Incassable, le budget est beaucoup plus élevé aussi, c'est le truc. Ouais. Bah, je crois que c'est pas la même. Non, là, c'est le studio Blumhouse, les nouveaux. Ils sont spécialisés dans les films low budget, quoi, on va dire. Ouais, qui rapportent énormément, mais avec un très faible budget. Ouais. Quoique là, bon, après, je crois que c'est aux alentours de 20 millions, donc c'est pas négligeable, mais c'est vrai. Après, c'est peut-être aussi, on est programmé, tu vois, dans un film de super-héros, avoir le final. Non, on va pas spoiler, mais finalement, enfin, tu vois, oui, on est habitué à avoir un truc en apothéose qui se termine, mais limite avec l'arrivée d'extraterrestres, machin et tout ça, genre piou piou piou, enfin voilà, ça explose partout dans un film de super-héros. Là, je trouve que c'était bien, mais il manque quelque chose. Il manque plus de choses, plus de décors. Regarde, tu regardes l'hôpital psychiatrique, il est vide. Et alors à la fin, t'as plein de personnes dedans. Pourquoi ? Ils ont une aile spécialement pour eux. Ça me faisait un peu bizarre. Enfin, je sais pas. Ce sentiment un peu comme dans Split, qu'on est enfermé. On est enfermé avec les personnes. Alors c'est peut-être ce qu'ils voulaient faire passer, je sais pas. Mais moi, je noterai une dernière chose sur ce film. Je l'ai trouvé génial. Même si la fin, je m'attendais à autre chose.
Ça reste toujours correct. J'ai un peu deviné ce qui allait se passer vers la fin, sauf vraiment le twist. Mais là, il y a moins de scènes marquantes que dans Incassable ou Split. Quand tu prends Incassable, t'as la scène de fin qui, maintenant que tu regardes, tu te dis ouais, il aurait pu faire autre chose, mais tu regardes, ouais, t'as ce petit moment, petit pincement au cœur, tu te dis oh, c'est ouf, la musique, elle est géniale, oh là là, c'est un événement qui reste marquant. Split, j'avais eu ce petit effet-là quand, pareil, il y a un petit, l'arrivée de la bête, on va dire, je vais pas spoiler, il y a avec voilà, dans la gare, on va dire, t'as ce truc, t'as l'ascension du personnage où tu te dis qu'il y a quelque chose, et puis t'as la musique qui arrive et qui te martèle et qui te dit oh, c'est ouf ce qui se passe. Aussi, on va dire, entre guillemets, dans Split, donc la confrontation finale entre la bête et donc Casey, je crois que c'est son nom. Ouais. Il y a un truc aussi hyper touchant. On croit à la connexion qui se crée. Il y a aussi ça chez Shyamalan qui, quand il est à son meilleur, il arrive à faire quelque chose, à donner sens, centrer sur l'émotion et tout. Mais après aussi, du coup, pour finir sur Glass, parce que j'ai l'impression qu'on a été finalement plus négatif que positif. Il faut dire aussi que, je trouve qu'un film de Shyamalan, c'est important parce que à une époque où les 3/4 des films qui sortent sont des commandes, des suites, des trucs sans âme et tout ça, qui sont faits vraiment par des yes man. Et Shyamalan, il a un univers, il a des thématiques, c'est un vrai auteur, quoi. Là, on retrouve ces thématiques sur les traumas de l'enfance, sur la puissance du mythe, sur ce que ça veut dire d'avoir foi en quelque chose, même si, encore une fois, c'est pas là où il est à son meilleur par rapport à Incassable, mais on retrouve tous ces éléments, et finalement, je préfère avoir un Glass, on va dire, à moitié réussi seulement, mais qui soit un film finalement qui a du cœur, quoi, plutôt qu'un Iron Man 6. Ouais, ça, je pense qu'on sera complètement d'accord là-dessus, quoi. Mais non, je trouve qu'en fait, ça peut montrer un peu aux autres. En fait, je pense que c'est aussi un peu montrer qu'on n'est pas obligé de faire du Marvel ou du DC, quoi. Trouver. Enfin voilà, on peut faire du super-héros sans forcément y mettre un costume. On peut y donner du sens en mettant des choses basiques, quoi, en fait. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il troll un peu nos attentes, parce que bon, on va pas révéler à la fin, mais ce qu'on peut dire, c'est que chez du film, on nous tease un potentiel affrontement au sommet d'une tour ultra moderne, nouvelle, et que c'est pas ce qui se passe du tout. Et j'ai l'impression qu'en faisant ça, il joue un peu avec nos attentes en se disant bon les gars, on n'est pas chez Marvel, on n'est pas chez DC, comme. Ouais, puis de toute façon, c'est vrai que ça peut paraître pour du spoil, mais en vrai, c'est couru d'avance, quoi. C'est franchement, même quand vous regardez le film et vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont nous préparer pour la fin? En fait, vous le savez déjà, quoi. Mais vous leurrez. Et en fait, vous avez l'impression de regarder un Marvel Studio, quoi. Bon, je pense que Glass, honnêtement, moi, je l'aime beaucoup, ce film. J'aime beaucoup. C'est vrai qu'on a l'impression d'être négatif, mais en fait, faut qu'on trouve des défauts quand même. Tout n'est jamais beau, rose, etc. Le film est très bien. Et moi je préfère limite regarder ça que de voir un énième film où en fait il y aura 0 enjeu. On sait très bien qu'à la fin il suffit pas d'un claquement de doigts pour que la moitié du monde disparaisse. Avengers, je t'ai trollé. Mais voilà, honnêtement, aller voir Glass, moi pour moi c'était un énorme coup de cœur, j'ai vraiment bien aimé. C'est dans la lignée de Split. Je dirais pas la lignée d'Incassable, mais la lignée de Split. Ça se termine, c'est une bonne trilogie. Voilà, c'est à voir ce qui avec le temps ça se bonifie. Je pense pas forcément. Shyamalan revient de tellement loin avec sa période des années, moitié des années 2000, que il faut aussi savoir se contenter de juste un bon film. C'est un bon divertissement. Voilà, on peut clôturer là-dessus cette review en se disant c'est un bon divertissement, allez le voir. Ça. Et franchement, je pense que vous allez aimer. On enchaîne par et on va essayer de se dépêcher un peu parce que j'ai l'impression qu'on perd du temps. C'est le premier podcast, on se laisse un peu, on a envie de parler, et voilà. Puis si vous aimez, vous restez. Si vous aimez pas, vous restez quand même. Merci. Deadly Class. Donc la série Deadly Class qui est parue il y a quelques semaines, donc début janvier, il me semble. Et donc voilà, tiré d'un comics, tiré du grand et merveilleux Rick Remender, qu'on embrasse très fort si un jour il nous écoute mais qu'il comprend pas. Il faut savoir qu'on a le culte From Software, mais
de Remender sur ce contrat. Ah ouais, Remender, c'est le petit bijou. C'est bon, Deadly Class, c'est pas forcément la série que j'attendais de lui sur petit écran, et en plus notamment par Sci-Fi, quoi. J'aurais aimé une autre série, mais qui peut-être arrivera un jour. Hein, c'est Fear Agent sur Sci-Fi. Bon, après j'aurais peur des effets spéciaux de Sci-Fi, quoi. Ça sera pas le même budget, quoi. Ouais, tu dis Sci-Fi, quoi, c'est Sharknado. Il y a des gens qui kiffent. Moi, j'ai du mal. Je suis là, c'est hyper cheap, quoi. Ah, limite, j'aimerais bien que Rick Remender, que HBO regarde et qu'ils font, j'adore ta série, j'adore ton comics, viens, on le fait sur HBO, viens, on te donne un budget de fou malade, fais-moi Fear Agent, fais-moi pleurer. Et fais-moi surtout rêver, quoi. Non, là, on a Deadly Class. Moi, personnellement, je me retire un peu du podcast parce que je suis Deadly Class, j'ai des lacunes. Hein, clairement, j'ai les comics depuis X années, mais je les ai pas forcément lus. J'ai commencé, j'ai lu, je sais à peu près où ça se passe, comment ça se passe, un peu l'ambiance. Mais Rémi est un inconditionnel. Vous avez d'ailleurs une super review sur le site internet qu'on vous invitera à lire si vous êtes intéressé. On a choisi toutes les news pour se faire de la pub. Exactement. Et je t'en prie. Ouais, donc Deadly Class, c'est vrai qu'à mon sens, Deadly Class, c'est un des meilleurs comics sur le marché en ce moment. Aussi bien pour le scénario que visuellement, parce que Wes Craig est un génie, il faut le savoir. Voilà. Mais alors, la série, en fait, avant même de la voir, j'avais un petit a priori négatif, en tout cas une petite crainte, parce que donc, juste pour rappeler l'histoire de base, le plot de Deadly Class, c'est en gros des adolescents qui sont recrutés dans une école un peu particulière, une école underground qui leur apprend les techniques pour devenir les meilleurs assassins du monde. Donc, dans un comic book, ce genre de scénario, on peut l'accepter. En live action, se dire que dans la vraie vie, il y aurait une espèce d'école secrète qui recrute des adolescents comme ça pour leur apprendre à devenir des serial killers et des assassins. On se dit que ça tiendrait peut-être 2 semaines et que tout le monde se flinguerait au bout de Mais bon, alors, mais si on accepte de faire passer cette pilule, quoi, on va dire, ça reste une série, bon, il y a que 2 épisodes pour l'instant, ça reste une série hyper agréable et surtout très très fidèle. C'est pas loin d'être l'une des séries tirées d'un comic book les plus fidèles que j'ai jamais vues. Mais ça va à un point presque pas nécessaire, c'est-à-dire que c'est même au niveau des personnages, c'est quasiment copier-coller de ce qui était dessiné sur les planches. Bon, après, je pense que c'est voulu. Ouais, clairement. Je pense que c'est voulu. C'est, à mon avis, ils ont fait du transmédia, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'il y a des gens qui lisent pas de comics, mais l'histoire, elle est bien et elle pourrait plaire à des gens qui lisent pas de comics, mais qui regardent beaucoup de séries. À l'heure où, en fait, on a des géants du streaming et tout ça qui sont là et qui te font des séries pour ados, ou qui te font des trucs et tout, et que ça fonctionne. Et pourtant, c'est pas super génial, quoi. Enfin, faut le dire. Tu sors un truc comme ça qui potentiellement en comics ça défonce. Forcément, à mon avis, ils veulent un autre public. Et puis par delà, s'il y a des gens qui aiment le comics et qui veulent le regarder, ils le regarderont, quoi. Je pense que c'est plus dans ce truc. C'est ça. Mais après, là, juste comme ça pour vite, ce qui fait le problème avec de la série télé pour l'instant, c'est que pour moi les gros points forts, en fait, c'est ce qui vient direct, c'est ce qui est infusé directement du comics. Et que pour l'instant, j'ai pas vu particulièrement une personnalité visuelle aussi appuyée que j'aimerais, par exemple, pour le show. Mais après, bon, ce qui vient avec Deadly Class, c'est que c'est un vrai mélange des genres, hein, parce qu'il faut savoir, donc, forcément, vu qu'il y a des ados assassins, il y en a qui viennent, en fait, de familles, on va dire, criminelles, et qui viennent s'entraîner dans l'école. Donc, c'est à la fois une histoire sur un ado qui passe à l'âge adulte d'une certaine façon, même si c'est un parcours assez particulier vu que son passage à l'âge adulte implique de tuer tout ce qui bouge. Mais c'est aussi finalement une histoire sur des yakuza, sur des cartels mexicains, et dans lequel aussi on retrouve des intrigues propres justement à des séries sur l'adolescence, donc avec les intrigues amoureuses, les trucs en milieu scolaire entre guillemets, quoi. Alors dans la série, c'est pas toujours très bien équilibré. Par exemple, le premier épisode était sympa. Le deuxième, c'est vraiment, en gros, les 3/4 d'épisode, c'est une soirée entre les étudiants, donc dans une maison. C'est Riverdale, quoi. C'est Riverdale, mais
En mode Yakuza. c'est ça, c'est Riverdale, sauf que ils n'ont pas peur de la violence, ils n'ont pas peur du Ouais, sexe bon. ou de... Ouais, bah, tu sais, Riverdale, hein, à partir de mi-saison 2, moi j'ai lâché l'affaire, mais franchement, j'ai jamais vu ça. Je me suis dit, merde, bah, qu'est-ce qui se passe, quoi? Bah, pauvre Archie, hein, tu reviens, t'es plein de sang, quoi. Le mec, il est content, il tue. Je suis là, je fais, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon grand, là? Oh, calme-toi, pose ce couteau, on va parler. Ouais, non, bah, après, bon. Ouais, c'est pourquoi ça, pas. Je pense que ça doit faire kiffer les gens, quoi. Ouais. Non, mais du coup, pour finir sur Deadly Class en fait, le vrai problème, c'est que vu le sujet très, très perché, finalement, de le point de départ, où on nous demande de suivre des psychopathes, finalement, Ouais. j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'audace visuellement, ou même au niveau sonore ou quoi que ce soit, parce qu'il faut savoir que ça se passe dans les années 80, que la bande son est très sympa, mais ça reste compilation années 80 de new wave ou de punk, quoi. Ouais, C'est pas très poussé, quoi. Mais bon, bref, si vous aimez le comics, je pense que ça peut le faire. Et si vous n'avez pas lu le comics et que vous regardez. hésitez, mais lisez Curiosité, ouais, lisez des comics, d'accord? Mais si vous voulez, ouais, regarder vous prendre la tête et vous voulez voir quelque chose de nouveau, je pense que ouais, Deadly Class, enfin en tout cas de ce que t'as dit, Rémi, moi ouais, je me laisserais tenter par la série, qui est commencé le bouquin et voilà, je verrai. Je sais pas, je suis pas encore convaincu, mais pourquoi pas. De toute façon, je la regarderai, je le sais, je vais au moins tenter le premier épisode. J'ai bien tenté le premier épisode de Titan. Je regrette déjà, mais bon voilà quoi, c'est comme ça. Bon alors pour finir, dernière, parce que là c'est vrai qu'on a pris vraiment du temps. On termine avec Gun ou Gunmu, hein, parce qu'il y en a qui disent Gun. Mais donc c'est Gun Last Order, donc les histoires de Gali ou Alita, ou enfin voilà, vous avez au moins 15 noms pour une seule même personne. C'est un peu le split du manga. Alors je sais pas si c'est Yukito Kishiro qui a voulu ça, mais bon voilà, il y a énormément de noms. Plus on avance dans l'histoire, plus en fait on se rend compte qu'elle a plein de noms et qu'en fait personne l'appelle par le bon nom, quoi. En tout cas, c'est Gun Last Order, c'est la suite. Et ouais, suite, mais en vrai, est-ce qu'on peut parler de suite? Est-ce qu'on peut c'est compliqué, je vais me faire attaquer, je vais me faire défoncer. Et ben non. Donc en fait, Gun, Last Order, c'est la deuxième série. C'est la deuxième série de Yukito Kishiro dans le même univers que Gun, le premier. C'est potentiellement la suite à partir d'un certain chapitre du dernier livre, du dernier manga de Gun. Je m'explique, c'est qu'en fait Gun se termine. En fait, Gun se suffit à lui-même. Il y a un début, une fin. Sauf que en fait, il a voulu faire une suite. Et à partir d'un certain chapitre du dernier manga, et en fait, c'est là où commence Gun Last Order. Et en fait, on passe du petit monde cyberpunk à un space soap opéra, et va pas pour le premier tome. Là, on en a 2 tomes publiés chez Glénat Manga. Alors, c'est pas publié, c'est une réédition. C'est une réédition dans un format deluxe, au lieu qu'il y ait 12 tomes ou 16 tomes, je sais plus. Il y a beaucoup moins de tomes, mais par contre, c'est des gros pavés. Et c'est génial. Le premier tome, j'étais un peu sceptique. c'est con, j'adore Gun. J'adore Gun, j'ai découvert ça pareil avec la réédition du premier. Et en fait, c'est top. Sauf que le premier tome, j'étais un peu mitigé. Je me disais, ouais, c'est bien, mais il manque quelque chose. Et je trouve qu'il y a un peu de l'humour. C'est pas que j'aime pas l'humour, c'est que je me dis que dans le premier, il y en avait, dans la première série, il y avait pas tant d'humour que ça. C'était assez sombre, et quand même, on parlait de choses des fois où c'était trash, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas un Game of Thrones du manga, quoi, mais faut pas trop s'attacher non plus, quoi. Et que là, on est en mode, il y a la même chose, mais on fait un peu d'humour. Alors, ça va bien avec le personnage qu'on a dedans. Ouais, ça colle bien, quoi. Mais j'avais du mal. J'avais vraiment du mal. Je me dis, ouais, c'est dur à se repérer. Puis finalement, en fait, on arrive dans... J'ai pas envie de vous parler du synopsis, forcément, parce que si je vous parle du synopsis que vous avez pas fini Gun, ouais, vous êtes complètement spoilé, quoi. Mais en gros, on passe à un autre cap de l'histoire, quoi, où en fait, on change un peu d'ambiance, on découvre un peu la révolte, un peu comme si en fait il y avait une mascarade dans le bouquin depuis le début, quoi, dans la première série. Et puis voilà. Donc le premier tome, en fait, c'est juste, on a lâché un peu. Et puis moi, j'étais pas très, je trouvais ça bien. Je me suis dit, je vais lire le deuxième tome de toute manière, dans tous les cas. Et puis le deuxième tome, on se rend compte qu'en fait, on était depuis le début, c'était une petite histoire, c'était un tout petit truc. Et puis finalement, il y a un grand univers qui est derrière. Il y a un énorme univers.
Et ouais, puis ça c'est fini le cyberpunk. On passe directement au space opera. Et non, du coup, bah ouais, Game Last Order. J'en avais entendu un peu du mal parce qu'on me disait ouais, mais non, faut garder la série. Vous connaissez un peu le schéma, quoi. C'est ouais, faut plutôt regarder la série originale, quoi. C'est voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, mais bon, voilà, j'ai envie de tester. Et puis bah finalement, c'est une bonne surprise. Puis comme on sait qu'il y a Gun Mars Chronicle, donc troisième série qui, alors là, je vous perds, mais ça se passe avant et apparemment il y a quand même des bribes d'après Last Order. Donc en fait, je l'avais acheté, je me suis dit bah qu'est-ce que je fais? Je le lis après Gun ou pas? Et en fait bah bon, je vais finir Last Order parce que je vais suivre le rythme de publication. Je vais finir Last Order et je lirai Mars Chronicle après. Et voilà quoi. Mais en tout cas, moi j'aime bien. Puis bon, bah c'est aussi l'occasion de parler du prochain film qui sort. Donc il y a Alita Battle Angel, donc le film tiré de Gun, série originale. Sauf que, bah, de ce que j'ai vu en tout cas du trailer, ça prendrait que les 3 premiers tomes. En tout cas, ça parle pas de toute l'histoire. Donc je pense qu'il se laisse peut-être un peu de, alors soit pour tester le film, voir s'il y a vraiment un public, que ça fonctionne bien, sachant que c'est James Cameron et c'est Robert Rodriguez, quoi. Donc lui, voilà, je lui interdis de parler parce que là il va vous descendre, quoi, sans avoir vu le film. Mais bon, voilà, c'est bon. On dit souvent vous allez voir les pubs, c'est James Cameron, créateur d'Avatar, Titanic, tout ce que tu veux. Ouais, mais enfin apparemment pas que. Le problème, c'est qu'au final, c'est Robert Rodriguez qui réalise, quoi. Voilà, on sentait la haine qui monte d'un coup. Et donc au final, c'est voilà. Bon, moi visuellement, je trouve que ça a l'air plutôt réussi. Ça a l'air très fidèle en tout cas au bouquin. Donc ouais, bah là on en revient comme à des classes. Est-ce que c'est opportun de faire la même chose, quoi? Moi, je trouve que oui, parce que bah je crois que Game c'est pas non plus hyper connu des gens qui lisent pas de manga. Donc je me dis ouais, ça peut être sympa de mettre ça. Mais ils ont gardé, je pense, les 3 premiers tomes, ou alors ils ont fait un mélange, mais en tout cas, je pense que ça aborde pas les autres parties du manga, quoi. Et je pense qu'ils prévoient voir si c'est un bon succès. Bah ouais, on fera des suites. Si jamais ça se suffit à un seul film, bon, on arrêtera là, quoi. Mais bon, voilà, on laissera sa chance au film. Moi, j'irai le voir et je pense que Rémi aussi. Oui. Ouais, sûr. J'irai les voir, mais c'est pas parce qu'il y a Robert Rodriguez. J'ai vraiment du mal à croire au succès du film. Ok, bon, on verra. On va se dire que pour l'instant, ouais. Puis on verra si on aura tort, quoi. Bon, voilà, on vous a parlé de 3 petites choses, quoi. Ça, c'était sympa comme petite partie critique. Puis bah, je pense que ce podcast peut se terminer sur cette belle note. On a déjà bien débordé. On a super bien débordé. On est désolé. C'est de se restreindre un format beaucoup plus court, beaucoup plus condensé. Mais c'est vrai que quand vous allez voir, on parle un peu avec passion aussi de ce qu'on fait, parce qu'avant tout, c'est la passion du jeu vidéo, la passion de tout ça. Vous reconnaîtrez de qui je parle, ou pas. Et donc voilà, quoi. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, hein. On est vraiment ouvert au feedback. Si c'est trop long, si on parle trop, si Rémi est trop négatif, n'hésitez pas à le dire. Si on parle trop de From Software et qu'on voue un culte à Rick Remender, bah n'hésitez pas aussi à le dire. Puis si ça vous a plu, bah dites-le aussi, hein. Ça nous ferait plaisir d'avoir des bons retours. Même si c'est des retours négatifs, qu'est-ce que vous voulez, hein? On continuera quand même. Je rigole. On continuera pas et puis bah on arrêtera tout. On se retire de la vie vie politique. Et puis on s'achètera une petite cabane et on fera de la pêche avec nos amis de la bande à Dutch. T'en penses quoi, Noodle? Rémi, je t'ai appelé Rémi tout le long du podcast, là je lâche l'ancien pseudonyme Noodle. C'est ça, on ira voir Dutch parce nous aussi on a un plan. On a un plan. Foi, putain. On va avoir la foi. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. C'était le premier podcast de Second Run qui n'a pour l'instant pas de nom, mais qui en aura un quand il sortira. Et voilà. Merci à tous.